tous les deux, on a passé 40 ans. Il y a une question par C'est laquelle ça. on passe tous, je pense, à cet âge-là. Est-ce que tu es heureux? Time! Five rounds for the undisputed UFC. Boom! Perfect shot. Et salut tout le monde, c'est Nico. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans MMA Club spécial. Nice à la belle, là, les aiglons qui volent au-dessus de nos têtes, car nous sommes en compagnie du maestro, du head coach du Boxing Squad, tout sourire, maestro de Manon Fiorot, de Axel Sola, et pour ne citer que, parce qu'il y en a plein d'autres, associé gérant de la Résilience Sport Management, vous l'avez compris, le niçois Aldric Cassata, qui est mon invité aujourd'hui. Aldric, sois le bienvenu dans MMA Club. Salut Nico, un grand plaisir d'être là. C'est cool, je respecte beaucoup ton travail. Je suis content de participer au podcast. C'est cool, je te remercie, ça fait franchement plaisir. Venant de toi, les quelques petits messages que tu m'envoies de temps en temps là pour valider, ça, c'est le genre de message qui fait chaud au cœur. Franchement, je te le dis, c'est voilà, c'est sincère, ça fait vraiment Non, plaisir. mais c'est un travail de qualité et je te donne mon avis vite fait, alors que tu me l'as pas demandé. Mais en ce moment, tu sais, le MMA, c'est en train de devenir mainstream et je pense que tu as le public que tu éduques et que tu mérites. À partir de là, c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui prennent le temps d'étudier leur sujet avant de parler bêtement, parce qu'il suffit pas juste d'allumer sa webcam et de dire le mot UFC, il y a un travail de fond, et je trouve que tu le fais de très belle façon. Voilà. C'est cool, merci. Merci. On va parler de toi, on va parler de tes combattants, on va dire qu'ils sont un petit peu vitrines en ce moment, on va parler de Manon, et je vais mettre un petit sujet sur la table comme ça, pour savoir ce que t'en penses, avoir ton avis, parce que je t'ai vu tweeter sur le sujet, et puis t'es bien placé pour en parler, aussi parce que Axel Sola m'en a parlé. Voilà, donc ça, je le garde pour tout à l'heure. Ok. Je vais te poser une première question à laquelle il y a autant de réponses qu'il y a d'êtres vivants sur Terre, et je ne l'ai jamais formulée comme ça. Quel est ton chemin de vie? Oh, c'est une longue histoire. Moi, je suis comme les chats, j'ai eu beaucoup de vie, beaucoup de vie et beaucoup d'activités différentes, en sachant que les arts martiaux, ils ont toujours fait partie, mais j'ai basculé un peu vers... Enfin, j'ai basculé. J'ai commencé par le karaté à l'âge de 5 ans, mais j'ai fait beaucoup de football aussi. J'ai intégré le centre de formation de l'OGC Nice. C'est une vie complète et j'ai arrêté le football à 18 ans, donc j'ai 40 balais, tu vois ce que ça fait, j'ai pas mal joué. Euh, et puis voilà, j'ai fait 1000 trucs. J'ai eu un bar de nuit. J'ai vendu des voitures, j'ai travaillé dans la sécurité rapprochée, j'ai pas mal bourlingué et je me suis vraiment centralisé sur le MMA, euh, d'abord en tant que passion, et je devais avoir 22 ou 23 ans, et vraiment en tant que travail officiel, où je fais plus du tout de formation, de trucs comme ça depuis 4-5 ans. Okay. Mais ça a toujours été une passion et j'ai toujours été fan de MMA depuis 20 ans, 25 ans même. J'avais vu la petite parenthèse en fouillant un peu, j'avais vu un petit peu la parenthèse mécanique automobile, un truc comme ça, sans être rentré dans les détails, tu vois. Vente de voitures, tu disais. Pas mal de vente auto, du négoce, exactement. Ouais, pour ça, je te dis, j'ai vraiment fait pas mal de trucs. Et j'avais vu aussi, je me doutais que c'était de la sécurité, je savais pas si c'était sécurité incendie ou rapproché, parce que j'ai vu que tu avais passé des... Moi, quand j'ai fait mes trucs de sécurité, on passe le SIAP, on passe des trucs comme ça, tu sais, les trucs pour c'est ça. aide aux personnes et aussi pour le feu, tout ça. Et quand j'ai vu que tu avais un petit peu aussi ces diplômes-là, je me suis un petit peu rapproché de cette idée-là que tu étais passé par là, en tout cas. En fait, j'ai eu une boîte de le dernier truc que j'ai fait avant d'être full-time MMA, j'ai une boîte de formation aussi en sanitaire et social et dans les métiers de la sécurité. Ah ouais, ok. Oh, c'est cool. Ouais, donc tu connais bien ton sujet. Ouais, puis c'est quelque chose vers lequel je reviendrai peut-être plus tard. Tu vois, souvent dans certains podcasts où je me suis exprimé, j'ai dit que je ferais pas ça tout le temps, parce qu'il y a un côté affect et stress qui est très important. Et je le pense, tu vois, je pense vraiment que d'ici une dizaine d'années, j'aurai tourné la page là-dessus. Alors, je pense continuer le management parce que ça me plaît et qu'il y a moins d'affect. Tu vois, on est plus dans une stratégie et t'es pas avec le gars à transpirer pour perdre le poids avec lui, à stresser avec, en attendant son échéance et sa préparation. Donc, ouais, il n'est pas impossible que je finisse pas dans la formation plus tard. Ouais, c'est intéressant. Tous les deux, on a passé 40 ans. Il y a une question par laquelle on passe
Euh, tous, je pense, à cet âge-là. Est-ce que tu es heureux? Ouais, ouais, je prends en compte la chance que j'ai Hmm. de me lever tous les matins et de faire ma passion et je suis très heureux de ça. Ouais. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est une réponse spontanée et qui a l'air, voilà, qui est sortie comme ça, c'est bien, Ben, ça fait plaisir. tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu as la chance d'aller au travail et ton travail, même si c'est des journées difficiles, même Hmm. si elles sont fatigantes, harassantes, stressantes et on peut utiliser 1000 termes pour les qualifier, je me lève et je fais ce que j'aime, quoi. Donc, je pense que c'est une grande, grande chance et Hmm. qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir faire ce qu'ils aiment et pouvoir travailler dans leur passion tous les jours. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est clair, mais c'est bien de le dire et c'est bien de s'en rendre compte, carrément. Qu'est-ce que tu rêvais d'être quand tu étais petit par rapport à l'homme que tu es devenu maintenant, là? Bah, tu sais, quand t'es gosse, c'est que t'es dans une famille aimante et que ça se passe bien, t'as toujours l'identification du papa quand même. Donc, Mhm. ouais, mon père, il était dans l'automobile et dans le commerce, mais Ok. j'ai vite pensé à faire autre chose en fait. Le sport, le sport, le sport. C'était le sport qui m'attirait. Même si je, même si j'avais le plus grand des respects et d'amour pour mon père, ouais, très vite j'ai basculé vers le sport quand même. Tu vois, le petit sujet que j'avais en réserve, en fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent en message privé ou quoi, qui me disent ah, j'aimerais bien que tu parles de ça, j'aimerais bien que tu parles de ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font et tout. C'est le scoring. Je veux pas forcément qu'on passe un long moment dessus, mais en fait, j'attendais d'être avec toi parce que, tu vois, toi, t'apprends à tes élèves à scorer pour gagner des combats. Et en fait, c'est Axel Sola qui m'a mis un petit peu le truc en me disant qu'il avait appris ça avec toi, notamment à propos de sa façon d'amener les victoires en amateur. Tu vois, quand ça semblait à la Ouais, décision, il disait que beaucoup de fois, ça l'avait aidé d'avoir appris à scorer. Pourtant, au regard de certains combats récents, tu sembles, je l'ai vu dans un tweet où tu avais l'air un petit peu surpris des derniers résultats, tu sembles remettre un petit peu en cause le système de scoring, du moins chez les pros. D'après toi, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui peut être amélioré et ben, comment? et franchement, on dirait que c'était préparé parce que j'avais au téléphone Alex Herbinet, bon, très souvent c'est un ami, et on a évoqué ça aussi. D'accord. C'est une longue discussion que j'ai eue avec mes gars, avec Manon et d'autres de mes gars. En fait, je pense qu'aujourd'hui, vu la pluralité des profils qui sont amenés à juger, tu as vu, il y a des anciens arbitres, sans dire de bêtises, il y avait Steve Mazzagatti qui a été juge sur le dernier UFC Texas alors qu'il est arbitre normalement. Il y a un gars qui avait une expérience relativement faible. Il y a certains sites qui disent qu'il avait 4 combats, d'autres 8 combats. Le gars qui a mis Chito Vera gagnant sur le dernier Hmm. combat contre Cory Sandhagen. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que sur la thématique, on te dit de favoriser les dégâts, mais il y a certains juges qui, je pense, favorisent plus le volume. D'autres qui sont restés un petit peu old school, qui vont favoriser le takedown, même s'il n'est pas efficient et accompagné de frappes. Ce que je pense, moi, aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans le football. Le VAR, la vidéo, ça servira à rien. Mhm. Euh, le fait de mettre 5 juges, comme certains l'évoquent dans différents podcasts et autres émissions, ça servira à rien non plus parce que ça va juste renforcer le bordel ambiant sur Hmm. la façon de capter un combat. Euh, c'est facile de critiquer, mais il faut quand même se rendre compte que quand tu es dos à la cage, selon certains angles, tu vois pas tout à fait la même chose que quand tu es à la télé. Donc, moi, pour ma part, sans militer pour avoir une idée géniale, je pense que la meilleure façon de rendre ça un peu plus compréhensif vis-à-vis des fighters et des coins, ce serait de donner le scoring à la fin des rounds. Mhm. Voilà. Quitte à ce qu'il y ait un hold-up, au moins tu le sais et tu peux t'adapter. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a des combattants qui sont persuadés, les coins aussi, d'avoir gagné les 2 premiers rounds. Et puis derrière, au troisième, ils disent à leurs fighters de contrôler, de gérer, alors que c'est pas le cas du tout. Ils C'est sont en vrai. train de perdre, tu vois. Donc, je pense que la solution pour éviter les scandales et que les fighters puissent être informés de leur performance et avoir le contrôle du combat et en tout cas de leur destin, ce serait à mon avis d'avoir le scoring à la fin de chaque round. Hmm. Comme, Ouais. comme c'est le cas dans certaines compétitions de boxe anglaise, notamment amateur, tu vois, tu as le jugement tout de suite après au début du deuxième round, si c'est le premier et vice-versa. Et je pense que ce serait la solution pour qu'au moins on puisse se rendre compte que c'est tendu, qu'il va falloir accélérer et avoir une recherche de finish plus importante que c'est le cas aujourd'hui. Ouais, c'est vrai ce que tu dis en plus, tu sais que on voit souvent des coachs qui bah, nous derrière l'écran, on a une vision qui est différente du coach qui est dans le feu de l'action en plus et qui est pas C'est ça. objectif en plus pour le coup.
Et souvent, on se dit, mais putain, mais c'est lunaire ce qu'il est en train de dire à son combattant. Mais en fait, c'est juste qu'il n'a pas la même vision de nous à la télé où ça paraît flagrant. On a les ralentis entre les rounds. Ils nous disent plus ou moins qui a dominé, tu vois. Donc, je trouve que ce que tu viens de dire là, c'est carrément, c'est plus que pertinent, quoi. Et tu parles des coachs, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux coacher dans une grande organisation à très haut niveau, il faut faire le même travail que le fighter. C'est-à-dire que tes causeries, tu dois les préparer. Ta façon de t'adresser à ton fighter, si elle est anxiogène ou motivante, tu dois la Hum, préparer aussi. hum. Je pense que les coachs ils doivent presque, s'ils en ont besoin, avoir aussi un coach mental et au moins comportemental, parce que ce que tu transmets, euh, le fighter, il va beaucoup écouter ce que toi tu dis, et surtout si tu es en alchimie avec lui, tu vois, et en symbiose. Donc, ouais, c'est important de peser les mots, de peser le ton avec lequel tu vas parler et de faire très attention à ce que tu dis, parce que si tu es affolé, ton fighter, il va automatiquement être affolé. Comme ça, je te donne 2-3 exemples de mémoire et tu me dis qui tu voyais vainqueur. Tu vois, sans être forcément Ouais, ouais. influencé par ce que les gens veulent entendre. UFC 280, Yann O'Malley. J'ai un avis qui a, en fait, vraiment sincèrement, j'ai regardé le combat une dizaine de fois Ok. et sur les 5 premières fois, mon avis, il a changé quasiment à chaque fois que je regardais le combat. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même excuser ces juges. J'ai pas toujours crié au scandale parce que ce combat, je l'ai vu en live en plus. Euh, et pour moi, Yann gagne. À la revision, je me rends compte quand même que c'est serré. La troisième fois, je vois toujours serré. Et la quatrième fois, je vois O'Malley. Ok. Donc, franchement, selon l'angle à laquelle le moment, la temporalité, sur quoi tu t'arrêtes, le volume de Sensibilité. frappe, les dégâts, franchement, c'est un combat très compliqué à juger, très sincèrement. Donc aujourd'hui, comme ça, Après, aujourd'hui, comme ça, après l'avoir revu une dizaine de fois, je pense qu'il n'y a pas vol euh, et que O'Malley mérite en tout cas sa victoire. ok. Ok, pour celui-là, on est d'accord. Blachowicz, Ankalaev, UFC 282. C'est une catastrophe ce combat. C'est une catastrophe en termes, tu vois, d'engagement, de rythme. Alors, je veux bien hein, qu'ils aient été écrasés par la pression, par la crainte du punch et de la lutte de l'un et de l'autre. Euh, c'est vraiment un combat compliqué qu'en plus, je n'ai pas pris plaisir à regarder, très sincèrement. Ok. Euh, À partir de Cela quand? étant, même si j'aime pas le vieil adage qui dit qu'il faut faire plus que le champion pour gagner, parce que ça n'a pas lieu d'être, c'est du sport. Mais cela étant, j'aurais tendance à me réfugier un peu derrière ça, tu vois. Mhm. Ok. Mais là, il n'y avait Donc je pense pas. que oui. Là, il me semble, si je me rappelle bien, si je dis pas de conneries, il n'y avait pas vraiment de champion. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Blakovic avait déjà plus Hum, prouvé hum. qu'en Kalev, tu vois, en termes de legacy, en termes de combat un petit peu difficile. Et ouais, j'aurais tendance à me réfugier derrière ça pour dire que Blakovic, mais là, tu peux pas, je sais pas comment expliquer, mais tu peux pas te sentir lésé d'une défaite si tu fais pas tout pour gagner. Et là, c'était une cata des deux d'ailleurs. Ça C'était. mérite presque un draw, puisque je te dirais presque nul au sens propre et au sens figuré, quoi. Hum. Mais le MMA, c'est quand même un sport où il faut essayer où tu dois essayer de gagner. Tu peux pas laisser s'égrener le temps tout le temps. Et là, franchement, ce combat. Pourtant, j'aime beaucoup en KLF, hein, notamment les fights qu'il a fait contre Yann Kutabala et tout. C'est un assassin, tu Hum, vois. hum, Et même son parcours sportif en sambo avant et tout, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé. Mais là, non, il n'était pas au rendez-vous, clairement. Après, il s'est bien rattrapé dans les 2 derniers rounds quand même. Ouais. Bon, Ouais. ça. Ouais, 4 et 5, 4 et 5, il envoie du bois quand même, Hum, hein. hum. Je me Après, rappelle encore très ouais. bien, tu vois. Après, ça a fait un match nul. Et moi, j'avais rien à redire au match nul. En vrai, j'étais plus choqué des Au combats. sens propre comme au sens figuré. Bah, ouais, non, moi, c'était plus, voilà, sportivement. Enfin, non, pardon, en termes de scoring, j'étais d'accord, en tout cas. Tu vois. Sportivement, j'ai trouvé ça très, Sur très 5 rounds, décousu. sur 5 rounds, c'est compliqué d'avoir un match nul quand même. Ouais, mais je crois qu'il me Mais semble qu'il y a eu un -2 à un moment. Il me semble qu'il y a eu un 2 c'est points, je ça. crois. Voilà. Je crois qu'il y a un round qui a été noté 18. Donc, Il est un peu plus ancien, puis je te dis, il y a des combats même qui ont 2 3 ans qui m'ont marqué, que je peux te redonner mon avis round par round. hum, J'ai trouvé un petit peu dur à regarder. Pourtant, c'est des KT qui m'intéressent hein, malgré tout, hein. hum. Même si c'est pas ma spécialité, j'ai pas de light heavy dans mon rooster Ouais. de combattants, mais ouais, je l'ai trouvé vraiment.
un petit peu pénible à regarder sans manquer de respect, bien sûr, aux deux athlètes de très haut niveau qu'ils sont. Et rapidement, Geji Fiziev à UFC 286? Ben, là, tu vois, il y a un plaisir quand même certain. Il y a de l'engagement, il y a un gros niveau technique des deux, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, Gaethje, il fait que frapper, Mmh. Fiziev technique. Je pense que Fiziev a montré qu'il était large dans le top 3 sans aucun problème. J'ai mis encore quelques doutes. Moi, je ne sais pas sa capacité à défendre les takedowns. Donc, en tout cas, il a prouvé qu'il était très solide. Cela étant, moi, je pense que Gaethje a gagné. Ouais, OK. Ouais, ouais, bah, bon, je suis d'accord. Fiziev, Là, et tu là, c'est très frais dans mon esprit parce qu'il a 2 semaines, ce fight, tu vois. mmh. Ouais, 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 ouais. Fiziev, tu le vois top 3 toi? Là, il a montré vraiment qu'il pouvait échanger Mmh. debout et qu'il prenait les coups. Tu Ouais. vois. Chaque, combat t'apprend des choses. Et alors, effectivement, j'aimerais bien le voir contre un Benel Dariush ou d'autres fighters du roadster qui sont très axés lutte pour voir un petit peu de quelle façon il défend contre un top, top, top lutteur grappleur, tu Mmh. vois. Euh, Par contre, là, il a prouvé qu'il encaissait quand même et Mmh. qu'il était capable de striker à très, très, très haut niveau. Mmh. Ouais. Ouais, bah, c'est clair. Après, je sais pas, toi, je sais que tu es un peu il me semble, hein, que tu es un petit peu sensible aux statistiques et c'est clair que Fiziev, il encaisse autant qu'il donne et il y a du volume des 2 côtés, quoi. Ouais, c'est Justement c'est- c'est- c'est la guerre, hein. ouais, C'était la guerre, ce ouais, combat. Vraiment plaisant, plaisant à regarder en plus. ouais, c'est clair. Vraiment, vraiment. Justement, tu vois, par rapport aux statistiques, hem, moi, j'en mets pas mal dans les podcasts et est-ce que tu t'appuies beaucoup sur les chiffres? Est-ce que c'est quelque chose qui peut éventuellement venir du foot, tu vois? Ou est-ce que je me trompe quand je dis que c'est quelque chose que tu es sensible aux stats? Non, non, très sensible. Alors, je ne sais pas si ça vient du foot, même si effectivement, je pense que c'est le sport aujourd'hui où il y a le plus de data et de Mmh. travail de fait. Après, quand j'ai la chance d'avoir un adversaire sur lequel on peut travailler et que tu connais le gars en avance et que tu peux établir un game plan, c'est vraiment la partie du job que je préfère. C'est génial. Alors, tous les fights à l'UFC de Manon, mais même sur les fights d'Axel ou quand on ne change pas d'adversaire à la dernière minute, c'est une partie que j'aime beaucoup développer, tant au niveau de la qualité de frappe choisie que du volume qui est fait. C'est-à-dire que dans ma représentation du combat et sur les win conditions et sur ce qu'on va travailler pendant le training camp, je m'appuie énormément sur ça. Les frappes, mais surtout quelles frappes. Parce qu'en fait, en analysant et en regardant à maintes et maintes reprises, tu vas te rendre compte que euh, la gamme de frappes qui paraît très variée au départ, dès que le cœur monte et les pulsations montent aussi, et donc la lucidité descend un petit peu, il y a souvent les mêmes frappes qui reviennent avec des signaux. Les Donc c'est pat intéressant à essayer de décoder. les patterns se répètent avec le temps, ouais. C'est exactement ça. Et c'est le terme, moi, que j'utilise. Pour ça, j'apprécie que tu aies utilisé ce terme parce que c'est exactement ça. Tu peux saisir des patterns qui vont différer en fonction de la temporalité, puisque avec la fatigue et l'augmentation des pulses et la dette d'oxygène, eh ben, la lucidité descend un petit peu. Donc, Mmh. automatiquement, la plage de frappe utilisée, elle se rétrécit. Mmh. C'est une parenthèse et ne le prends pas mal, mais est-ce que c'est pas ce qui est arrivé un petit peu à Manon, vers la fin contre Caitlin Chookagian? Ah, mais je le prends pas mal du tout. C'est arrivé à Manon 2 fois. La première contre Mara Shitara, OK. parce elle était en post-Covid, et un mois et demi après le combat, elle avait encore de la déperdition entre inspiration et expiration. On avait Mmh. fait un test à OK. l'IM2S. Et contre Kathleen, moins à cause de la fatigue, mais plus à cause du fait elle avait un croisé pété. Ouais, Elle se retrouvait très limitée sur les je mouvements en comprends. rotation, du coup. Tout ce qui est pivot shift, elle pouvait plus du tout faire, tu vois. Donc, c'était. Et pareil pour les jambes d'appui, elle pouvait plus kicker avec la jambe gauche. Donc, bien évidemment, je le prends pas mal parce que elle a dû être très limitée dans la palette de coups qu'elle pouvait faire Mmh. compte tenu de la blessure, elle a été opérée 10 jours après. Et c'était une rupture totale Ouais, du ligament croisé antérieur. ouais. OK. Bon, bah, c'est cool. Si tu prends pas mal, c'est cool. Alors Non, mais attends, ce sont des faits. On ouais. peut pas. Ouais, mais c'est aussi une Et analyse il y a, personnelle qui peut, voilà, qui bien peut ne sûr, pas être juste, tu vois? mais c'est une analyse judicieuse et je t'ai expliqué les raisons. Et tu vois, regarde, pourtant, euh, il y a Chitara, donc Mera Bueno Silva, Mmh. il y a Maya, et seulement après, il y a Chouk. Et malgré tout, tu vois, sur Maya, il y a eu une diversité de techniques qui était bien différente. Mmh. Il y a eu de la projection, il y a eu du hanché, tu vois, il y a eu des high kicks.
parce qu'il y avait une santé, entre guillemets, un capital santé qui était plus important. Ouais, ok, je vois. Malheureusement, dans la carrière d'un sportif de très haut niveau, des fois, tu dois prendre des combats, même si tu n'es pas à Ouais, je 100%. comprends. Des fois, c'est payant, et puis des fois, ça Il l'est y a un pas. risque, Ouais. c'est voilà, le risque il est à évaluer. Tu joues, tu gagnes, tu perds, mais nous, on a pris vraiment le soin d'évaluer le risque de la façon la Hum, plus large possible, en tout cas. hum. Alors, on va aborder un petit peu le sujet de tes élèves, comme je disais tout à l'heure, tes élèves en feu du Boxing Squad. Alors, je vais parler de 2 prospects, et je suis désolé pour les autres, parce que sinon, on en a vraiment pour longtemps. Ce sera peut-être l'occasion une autre fois, tu vois. Euh, Axel Sola et Virgil Haugen, qui se tirent mutuellement vers le haut, c'est flagrant. Euh, Virgile, en cas d'autorisation de la Fédé à combattre hors de la règle des 10 combats, il a tout pour moi pour aller titiller la ceinture d'Ares, peut-être pas tout de suite, mais tu vois, d'ici fin d'année ou début 2024, je sais pas, peut-être je me trompe. Est-ce que tu sens les choses comme ça? Et aussi, est-ce que c'est plus du middle, du light heavyweight, ou il sait pas? Non, sur Virgile, on fait aujourd'hui, tu vois, il a le gab des middleweight de l'UFC, puisque c'est des datas aujourd'hui qu'on a. On Hum, sait quel poids font les athlètes le jour du combat. On sait quel poids font les athlètes pendant la Fight Week. Et Virgile a fait son premier combat à 84 et ça a été un cut assez facile hum, pour lui. À partir de là, non, non, clairement, aujourd'hui, Virgile, c'est un middleweight et on retournera pas en light heavy. mhm. Et puis après, pour leur donner une similitude, Virgile et Axel, même si Virgile il a eu un petit peu moins de combats en amateur, Hum. c'est une voie que j'encourage beaucoup et que je vois de moins en moins, malheureusement, tu vois. C'est qu'il y a pas mal de mecs, là, ils passent pro, ça va trop vite dans les carrières. C'est pas comme ça, à mon avis, en tout cas, moi, j'essaie d'avoir un rôle de conseil s'il y a des jeunes combattants qui nous regardent. Il faut prendre le temps euh, d'avoir une carrière amateur étoffée, en tout cas au niveau de l'expérience. Même si il y a des défaites, c'est pas grave du tout. Le palmarès, il se reset quand on passe en pro. Et ouais. Mais c'est important d'aller sur les grandes compétitions et de prendre de la maturité sur des événements amateurs, Hum. de façon à des John Jones, des mecs qui passent pro à des Mohamed Mokaev, ce sont des exceptions. La Ouais. maturité, elle est à 24-25 ans minimum. Et si tu as été amateur avant, ça ne renforce que ton expérience, ta façon d'aborder les combats, ta façon de gérer le stress et tes qualités athlétiques et Hum, martiales. hum. Sinon, concernant Virgile, oui, je pense que c'est. En tout cas, si dans 2 ans il n'est pas à l'UFC, ça veut dire que j'aurais mal fait quelque chose. Et il va s'épanouir pleinement à Ares, qui est une organisation euh, excellente en termes de roadster, excellente en termes de visibilité et excellente en termes de répétition d'événements. C'est-à-dire qu'un fighter qui signe à Ares, il peut faire 3 voire 4 combats à l'année. Hum, Donc c'est leur gars où il va rester. Et j'espère, pour moi, si tout continue à se passer comme ça, il fera Ares et UFC par la suite. hum, Ouais. C'est un bon plan, c'est un bon plan. Concernant Axel, moi j'ai un petit bonbon. Normalement, ce bonbon, c'est du 99%. Et je te propose un truc. Si j'ai raison, tu me fais un signe, tu vois, discrètement, tu clignes des yeux. Non, je rigole. Non, Non, mais, mais et franchement, je vais être transparent. Tu sais, sur le podcast, vas-y, dis-moi ce que tu veux me dire, je te dirai, je te répondrai sincèrement. bah, À part, excuse-moi, il y a une confidentialité, mais bon, concernant Axel, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas, il y a rien de signé encore. Vas-y, je te réponds. Dis-moi, je te réponds très sincèrement. moi, j'ai 23 juin, Arès 16, Baïsangour, welterweight. Voilà, ça, c'est mes infos. Écoute, je te réponds sincèrement et on s'est donné une petite semaine avec Axel. Euh, c'est un problème de poids en fait pour le Je moment. sais. On doit définir sa catégorie de poids parce que Axel il est capable de faire 74. Hum, C'est pas du tout un gros 77. D'un point de vue sportif, lui-même, Axel, même s'il ne se répand pas sur les réseaux sociaux, à tort ou à raison d'ailleurs, mais j'aime bien hum, sa façon d'être et de faire. C'est un guerrier et c'est un garçon qui relève tous les challenges. Donc il est très excité cette opposition. Après, moi, mon rôle, c'est d'avoir des notions de conseil et d'essayer de choisir le meilleur chemin pour lui. Donc, on va tester les 70 hors combat. On va faire ça dans les 10-15 jours qui viennent. mhm.
Et on a évoqué ça avec Fernand, il est au courant du dossier. Et on prendra la décision tout de suite après. Mais en tout cas, Axel Sola et Arès, la porte, elle est pas du tout fermée, bien au contraire. Maintenant, moi, mon rôle, Axel, il est avec moi depuis qu'il a 14 ans, c'est d'envisager les pistes et de voir le meilleur chemin pour lui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut être mesuré et avoir de la prudence. Et même si le fan de MMA que je suis est hyper excité par ce match-up, on doit d'abord, afin d'avoir aucun regret, être capable de mettre une catégorie sur Axel. Et c'est le seul pour l'instant que j'ai au club où j'ai un petit doute, tu vois. Je comprends. Et ça s'est vu déjà à travers ces combats qu'il a fait au Brave. Ça s'est vu à chaque fois, c'était soit du catchweight. En fait, il avait l'opportunité au Brave. C'était cool, c'est qu'il y avait plus de catégories qu'ailleurs. Donc, il pouvait se tester sur plusieurs catégories. Ouais, c'est cool, mais regarde, là, tu vois, ça nous revient dans la gueule au 5e combat, quoi. Il doit faire son 6e combat, et là, et autant pour un Benoît Saint-Denis évoluer à 74, vu qu'il le faisait très facilement, c'était déjà écrit qu'il irait à 70, autant là, il y a un petit doute, et ce doute, il ne doit pas subsister pour qu'il puisse être libre dans sa tête et tout. Donc, c'est quelque chose qui va être réglé, en tout cas. Les fans d'Axel et d'Arès et de Baïsongour, on va apporter une réponse à ça très rapidement. Ouais, surtout qu'en face, tu peux pas avoir le doute contre quelqu'un comme Baki, qui évidemment est charpenté comme personne dans cette caté. Donc, c'est ça. Tu peux pas te pointer avec 8 kilos de moins, 6 kilos de moins, ça va être compliqué. Ouais, je comprends votre dilemme. Moi, mon rôle, c'est de protéger mes gars. Et tant qu'ils sont avec moi, je fais les choses à 1000% pour qu'on puisse être exempt de tout reproche au niveau de l'engagement et sportif et humain. Mehdi Takaev, c'en est où? Ah, Mehdi, quand il va regarder ce podcast, je suis tellement dégoûté Triste. Du fait que... Ouais, même dégoûté parce que, tu sais, j'attaque personne, ni le ministère des Sports, ni personne, mais c'est un petit qui a tellement donné, qui a tenu à toujours avoir le drapeau français et le drapeau russe quand il combattait. Et je trouve qu'il a combattu en boxe anglaise amateur, il a combattu en MMA sur le sol français, enfin en pancrace à l'époque. Et j'aime pas parler comme ça, mais la France ne lui rend pas bien. Parce qu'il a été 10 ans sur le territoire français, jamais une virgule. Je pense que le truc le plus grave qu'il ait fait, c'est avoir une contravention. Et voilà, et le fait qu'aujourd'hui, pour des raisons géopolitiques, il ne puisse pas avoir de visa ni de papier français, je trouve ça un petit peu triste. Voilà où ça en est. Il soigne sa blessure à l'épaule, qui est en très bonne voie. Il va pouvoir être opérationnel, je pense. Là, il fait le mois de Ramadan, mais je pense qu'il va pouvoir être opé cet été. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, l'UFC signe peu de prospects qui ne peuvent pas avoir de visa pour les États-Unis, donc c'est compliqué. Ouais, surtout que franchement, s'il y avait bien deux noms, c'est Manon et Mehdi, quoi, le prochain, quoi, je veux dire. Enfin, pour moi, dans ma tête, c'était un peu ça, en fait. Mais ouais. Il a dû baisser un peu, là, mais il était 75e mondial. Il a battu tour à tour 6 Dagestanais qui avaient un record de 75-15. Il a eu la ceinture de l'organisation de Khabib, Gorilla d'abord et Eagle par la suite. Que dire, quoi. Et dans les mecs qu'il a battus, il y en a qui cartonnent au Bellator et dans d'autres orgas. Il a largement sa place à l'UFC en 70 kilos. Et moi, je te dis clairement, il a largement sa place et il a largement sa place dans le top 15. Ok. En plus, là, j'ai regardé, il est encore jeune, quoi. J'ai vu qu'il avait 27, 28 ans. Ouais, il va faire 27. Il n'y a pas encore à être, comment on dit, à baisser les bras, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, je baisse pas les bras, je suis juste déçu parce que sa place est à l'UFC. Je comprends. Tu vois, en plus, Mehdi, j'allais dire c'est un gamin, c'est plus un gamin, mais moi je l'ai eu gamin à 17 ans et demi, quoi. Tu vois, donc première interview qu'on a fait ensemble avec Super Fred, c'est moi qui parle et qui essaye de baragouiner un peu pour le comprendre parce qu'il était que russophone à cette époque, tu vois, donc ouais, ça me fait vraiment quelque chose d'en parler parce que j'ai grandi avec lui, hein, je suis son grand frère, quoi, donc ouais, je suis un peu ça me désole un petit peu, je comprends.
Mais j'ai espoir et je pense que en fait, j'ai envie de croire que le sportif prend toujours le pas sur le politique et le géopolitique, mais ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Ok. Et moi, je veux absolument que Mehdi il soit à l'UFC dans aucune autre orga ailleurs, tu vois. Donc, j'espère qu'on y arrivera. Ok. Et à part Mehdi, est-ce que tu te sens proche d'une autre signature, bah, je sais pas, à l'UFC ou au Bellator? Tu vois, il n'y a pas que, hein, c'est pas un fantasme absolu, mais ça reste quand même les ligues majeures principales, quoi. Moi, pour moi, le top, c'est l'UFC, point final. Mhm. Voilà, je pense que tu peux faire d'autres choix d'orgas et tu peux conseiller à tes gars d'autres choix d'orgas si soit ils peuvent pas aller à l'UFC, soit ils peuvent pas briller à l'UFC, tu vois. Si le mec, tu sais qu'il pourra faire un contrat à l'UFC parce que le niveau, c'est compliqué après au-dessus, tu dois les conseiller, surtout en tant que manager, tu dois les conseiller d'autres orgas plus lucratifs parce que tu es là pour le conseiller. Après, concernant les mecs que j'entraîne, et surtout ceux que tu as cités, parce qu'il y en a d'autres, euh, pour qui on parlera peut-être dans d'autres podcasts qui vont Mhm. faire leur retour aussi, mais non, c'est l'UFC et, et c'est, je pense, d'ici un an pour un et un an et demi, 2 ans pour l'autre. Euh, ouais, je fais une petite virgule. Par rapport à la réussite globale, tu vois, de ton gym, des athlètes, est-ce que à l'égard de Fernand Lopez, par exemple, tu crées à un moment donné un petit peu une surexposition et avec ce que ça a de positif et aussi de négatif, ta personne? Moi, en tout cas, regarde, je fais des podcasts, je vis ma passion de fan et de coach de MMA. Après, euh, non, j'ai pas vraiment de crainte là-dessus. Tu sais, moi, ce qui fait ma force, c'est que je leur consacre énormément de temps, que j'essaye de m'investir dans tout, tant dans les dossiers médicaux que dans la stratégie, que dans la technique et que dans la préparation physique. Hmm. Après, si le fait que le gym soit connu, ben, ça ramène d'autres personnes. Euh, je ferai attention, en tout cas, dans les gens que je prends, de toujours Mhm. consacrer le même temps et la même détermination aux gars que j'entraîne. Après, s'il y en a qui quittent un jour le gym pour une raison X ou Y, ben, on en discutera. Mais non, j'ai pas de crainte à ce niveau-là, sincèrement. Je voudrais pas te faire répéter ce que tu as dit dans les récents podcasts. En plus, voilà, je cite hein, Octogon et Extra Round, les deux gros derniers où tu es allé. Enfin, Extra Round, c'est pas un podcast. En plus, tu fais un bon taf, j'apprécie. Je vais essayer d'aborder un petit peu d'autres sujets autour de Manon. Tu as déjà parlé de réathlétisation, que c'était en avance de quasiment un mois. S'il y a autre chose sur le Ouais, c'est sujet ça. à, Non, à rajouter, vas-y. Mais je vais pas aller là-dessus, tu vois. non. Je trouve que ça a été. J'ai vu que tu en avais quand même vachement parlé dernièrement. Donc, je vais essayer d'aborder ça différemment. Concernant la réat, tu as raison, j'ai déjà tout dit. Mm. Manon, je pense qu'elle serait même capable de fighter sur juin ou juillet, mais on ne le fera pas. Prudence est mère de sûreté, donc on Mhm. fera août ou septembre, en sachant que nous, on a un choix bien évidemment orienté sur le 2 septembre. Ok. Euh, Tu as dit souvent qu'elle était autonome sur sa motivation, sur sa façon de cutter, sur sa façon de gérer son énergie. Mais quand tu l'as rencontrée, tu as aussi dit qu'il y avait un travail technique à faire, beaucoup de cadrage, de recadrage, Ouais, entre guillemets. Comment vous avez atteint ce niveau de flow, cette connexion, sachant que de l'extérieur, on a l'impression que c'est comme ça depuis le début? c'est une grosse bosseuse. Déjà, elle a une capacité, une charge de travail énorme. Mais quand je dis énorme, c'est au-delà de la moyenne et de. Tu dois t'adapter à chaque athlète. Ils n'ont pas tous la même charge de travail. Et Manon, elle est vraiment capable d'envoyer des semaines de 20 heures. Hmm. Donc, si tu conjugues sa capacité de travail avec sa capacité d'analyse, sa capacité de remise en question et ce qu'elle va chercher, elle, de son côté, en termes de. Elle est vraiment passionnée aussi, Manon, de MMA. Elle est passionnée de technique. Donc, elle va regarder des combats, elle va s'interroger sur telle ou telle technique où il faut mettre la main. Et après, tu as juste un rôle de guide, tu vois. Si tu veux, en gros, le début, moi, mon rôle, ça a été de bâtir un bagage technique qu'elle n'avait pas en lutte et au sol. Mhm. Euh, Après, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait travailler sur l'anglaise. C'était un poil trop karaté, ça nécessitait des réglages, mais c'est D'accord. c'est venu de son côté, tu vois. Et moi, et aujourd'hui, ce travail un peu à sens unique, on l'a plus parce que très vite, quand elle a commencé à être étoffée techniquement, tant en grappling
en chain wrestling et en Mhm. cage control, tu vois. Aujourd'hui, on a vraiment un travail d'échange, comme je peux avoir avec des Axel Sola ou des Elias Giroud ou des Virgil Hogan. On échange sur quel aime faire, de quelle façon on peut le perfectionner. Moi, j'ai une grande passion aujourd'hui sur tout ce qui est chain wrestling, cage control, Ok. tout ce travail-là auquel je consacre beaucoup de temps. Et vraiment, on a un travail d'échange aujourd'hui où on se pose des questions. Elle regarde. Moi, je la conseille aussi sur des vidéos techniques que j'aimerais qu'elle regarde pour commencer à adapter certaines formes de corps. Et c'est vraiment un échange aujourd'hui, tu vois. Ok. D'accord. Donc en fait, Mais il y a un gros boulot qui est fait. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'arrives pas à ce niveau-là comme ça. Mhm. Il y a 8 à 10 heures par semaine de visualisation, plus Mhm. l'entraînement, plus la prépa physique, Mhm. plus les drills, plus un ensemble de choses, quoi. Mhm. Donc autonomie et communication, en gros, c'est un petit peu les Ouais, mots on pourrait conducteurs, quoi. résumer ça comme ça. Ok, Ouais. bien. Moi, si peut-être je vais dire une bêtise, mais je crois que t'es gaucher. Ouais. Ok. À quel point ça aide avec Manon qui, paradoxalement, je crois, n'a jamais affronté de gauchère. Écoute, déjà le choix à la base, et je l'ai dit sur un podcast, c'était un choix médical. Et maintenant, elle avait déjà eu une opération sur le genou gauche et c'était compliqué de lutter avec la jambe gauche devant. Pourquoi j'en parle? Parce que je te garantis que la Manon que tu vas voir au mois de septembre, elle aura les deux genoux nickel. Mhm. Donc, il n'y a aucun problème, ce ne sera pas du tout, euh, comment dire, une faiblesse Je comprends. si jamais une de ses adversaires regarde le podcast. Mhm. Après, moi, j'aimais bien cette perspective de switcher sa garde à elle en gauchère parce qu'il y a des avantages en lutte également. C'est vachement compliqué pour un lutteur, une lutteuse de lutter un gaucher par le fait que la jambe elle est un petit peu plus éloignée, le fait que le single leg, c'est plus les mêmes réflexes. Pareil pour l'attaque en double leg. Donc, j'aimais beaucoup ça. Je pense qu'effectivement, dans un gym, bah, tu as 90% de droitiers et peu de gauchers et 10% de gauchers. Donc, ça a donné, je pense que ça donne à Manon un avantage. Et, euh, et si un jour elle prend une gauchère, bah, moi, on a suffisamment d'expérience et de recul pour essayer de travailler ça et d'anticiper un petit peu les patterns et les différents mouvements qui Mhm. vont nous aider à prendre l'avantage de cette spécificité. Elle avait fait toute sa première partie de carrière sur un genou et le dernier combat sur 0 genou. Et c'est une réalité, hein. Elle avait vraiment des difficultés en termes d'extension Ouais. et de prise d'appui qui faisait qu'elle devait s'adapter en permanence Ouais. et que d'un point de vue, comment dire, appui, c'était pas facile. 2 septembre 2023, tu l'as dit. UFC Paris 2. Alors UFC Paris 2, mais on sait pas. Enfin, moi, j'ai pas l'info si ça va être un pay-per-view ou un Fight Night, je ne sais pas. Peut-être tu vas me le dire. Franchement, je On te ne sait jure, je ne pas. sais pas. Ouais. Alors, Non. sans surprise, du coup, si vous faites le choix de ne pas combattre avant, on devrait avoir Manon sur la carte si tout va bien. C'est Vous ce qu'on deux. aimerait, hein, sincèrement. Ouais. Vous deviez aller aux États-Unis, il me semble, c'était en février pour signer Namajunas. Ça en est où concrètement là, aujourd'hui? Franchement, aujourd'hui, alors je sais pas, je veux accuser personne, mais l'adversaire, c'est pas déterminé. Euh, Moi, si j'ai le choix, je soutiendrai ce que Manon veut. Et Manon, elle veut Blankfield. Point Ok. final. Voilà. Donc, elle n'est pas dans la. Tu vois, elle se cache derrière rien du tout. Tu lui offres un choix, même si Rose, c'est plus médiatisé. Elle a vu qu'il y a la hype sur Blankfield, donc il a fait son bloc. Elle veut remettre les pendules à l'heure tout de suite. Ok. Après, moi, je trouve que c'est un bon match. Sincèrement, j'encourage ce choix. Compte tenu de sa défense de lutte et de son grappling qui est méconnu, je pense que c'est un très bon match pour Manon. D'accord. Donc là, en fait, qu'est-ce qui coince? C'est le fait que Namajunas n'est pas spécialement intéressé et Manon est plus intéressé du coup par Blanchfield, c'est ça? Franchement, il n'y a rien qui coince. Il y a juste que nous, on a manifesté un lourd intérêt pour septembre et pas avant. Et du coup, le matchmaking, je pense qu'il va se faire dans les semaines qui viennent. Ouais, ok. En fait, c'est juste que c'est Voilà, trop tôt pour se décider là-dessus, quoi. exactement. C'est au Ok. niveau de la temporalité. Moi, je préfère être prudent, même si Hmm. elle a repris les sparring d'anglaise, qu'on va reprendre les drills de lutte incessamment sous peu. Je préfère un retour, surtout à ce niveau-là, surtout quand il y a 99% de chances que ce soit une demi-finale mondiale, ça se prépare correctement. Ouais, bah, de toute façon, si c'est Blanchfield, clairement, c'est clair que c'est pour derrière, c'est pour le titre, quoi. Là, t'auras ton combat. En plus, je présume que cette fois, Manon pourrait être en main event.
Ça pourrait être un 5 rounds, tu vois. Ça pourrait être génial pour l'adaptabilité. Nous, c'est ce Pour, qu'on aimerait bien. On n'aimerait pas bien le main event, ça, on s'en fout. On aimerait ouais, le 5 rounds. Après, en toute objectivité, aujourd'hui, il n'y a rien qui est décidé. ouais, ok. Si je te demande si le combat entre Shevchenko et Grasso vous a donné encore plus de confiance, tu me réponds quoi? Parfaitement. Moi, là-dessus, j'avais totalement confiance. Manon, elle dit déjà qu'elle est plus forte que Valentina depuis un an. Il faut quand même recadrer les choses. Elle n'a jamais eu peur d'elle. Après, moi, en tant que coach et encadrant, entre guillemets, j'aime bien ce scénario parce que du coup, il n'y a plus de respect à donner. C'est-à-dire que tu respectes l'athlète, mais c'est pas le boss de fin de niveau, c'est pas la fille qui est invaincue en flyweight. C'est un humain qui est atteignable et j'aime bien cette philosophie, moi, Il y dans a, le cadre de la préparation du combat. il y a plus le truc de J'ai fait Mike Tyson. d'élever la personne au rang de, tu sais, un peu semi-dieu, comme on dit, qui a. Le Tyson Ouais, Effect, je comme ils comprends, je disent les comprends. Américains sur certains podcasts, Mm. celui-là, il a disparu. Mm. Donc, même s'il il aurait peut-être été présent que dans le premier round, bah là, il ne sera pas présent du tout. Donc, c'est très bien. Ok, je comprends. Ouais, psychologiquement, ça aide, c'est clair. Et si je te dis que pour moi, Santos, c'est le pire match-up possible, t'en penses quoi? Je suis pas d'accord. Ok. Mais attention, je ne me contente pas de te dire que je suis pas d'accord. Mhm. Je te dis pourquoi je suis pas d'accord. Santos, elle est grande, elle est costaud. C'est la plus, pour moi, c'est la plus costaud de la KT, mais je vais mettre un petit bémol. C'est la plus costaud de la KT avec Manon. Mhm. Tiens, d'ailleurs, je vais régler un peu mes comptes dans ton podcast. Franchement, ça m'était sorti de la tête. Là, tu seras Et le je vais quand deuxième même répondre en 2 semaines. en nommant la personne qui a parlé. Il s'agit de Cyril Diabaté, qui, lors de son dernier podcast, là, dont j'ai oublié le nom, et je ne veux pas me montrer dénigrant, mais C'est Guy. podcast où on prend l'apéro en même temps, j'aime pas trop, même si j'ai énormément de sympathie pour Daniel Vorin qui participe à ce podcast. Il dit oui, mais attention, hein, je ne veux pas être catégorisé comme quelqu'un qui n'a pas, qui n'apprécie pas la critique parce que c'est faux. Tu m'as toi-même émis une critique tout à l'heure que je vais même valider. Chris Guénage, quand il était très actif sur sa chaîne YouTube, il a fait des analyses sur Manon que j'ai trouvées extrêmement Mhm. pertinentes. Et je m'amuse souvent à dire que je les trouve tellement pertinentes qu'elles sont dangereuses. Mhm. Et j'aime entendre des critiques, que ce soit constructives, positives ou négatives, parce que ça peut me donner des axes de travail et d'amélioration. Cela étant, quand j'entends Cyril dire je pense que Manon, elle est un peu en dessous de Grasso et de Valentina parce que le gabarit et la lutte, j'ai envie de te dire, Cyril, même si tu es un grand sportif que je respecte énormément, qui a fait le pride de l'UFC, il faut se documenter, messieurs. Manon, c'est la grande de la KT avec Ketty, qui est un poil plus grande, et Santos, c'est une des plus costauds de la KT avec Santos. Donc, les gars, documentez-vous. En termes de lutte, que ce soit offensif ou défensif, elle a parmi les meilleures statistiques de l'UFC. Mhm. Oh les gars, il faut un peu apprendre sa partition et pas uniquement déblatérer des choses qui nous viennent par la tête sans l'avoir préparé préalablement. Donc ça, c'était un petit tacle comprendra qui voudra et je me suis fait une joie de faire. Et c'est pour ça que je te dis que je ne suis pas d'accord avec toi parce que Santos, elle travaille énormément sur son gab. Euh, c'est une fille qui est venue tard sur le MMA, donc je pense que techniquement Manon est au-dessus. Et compte tenu du fait que sur la partie cardio et sur le gabarit, avec Manon, ça ne marchera pas, Mhm. je pense que c'est nous qui sommes un très mauvais match-up pour elle. Mhm. En toute objectivité et en tout respect, parce que c'est une grande championne qui, Mhm. pour moi, perd ce combat uniquement à cause du choc de tête. Et si elle n'a pas le plancher orbital fêlé sur le choc de tête, je pense que ce serait elle qui aurait la ceinture. Mhm. Pour moi, elle est meilleure que Grasso. Et si elle bat Valentina, elle aurait défendu la ceinture contre Grasso, euh, pas facilement, mais de façon certaine. Donc on a énormément de respect et j'ai beaucoup de respect pour elle. Cela étant, je ne trouve pas que c'est un bon match-up, mais je vais te renvoyer la question et je vais écouter tes arguments. Pourquoi Euh, c'est pas un bon match-up pour toi? Moi, je trouve que déjà, depuis qu'elle est à l'UFC, elle passe de plus en plus de temps dans la cage, mais c'est du temps qui est plus destructeur que pour marquer des points, tu vois. Donc, j'ai tendance à penser aussi que elle aime bien emmener les gens dans sa zone, et Manon, c'est quelqu'un qui aime bien avoir de l'espace autour d'elle, qui est très constructive. Et j'ai trouvé que, Ouais. dernièrement, en tout cas, parce que j'ai pas vu tous ses combats, hein, je vais pas commencer à faire le gars, tu vois, mais quelqu'un comme Santos, elle a tendance un peu comme elle a fait avec Shevchenko, à annihiler le côté créateur de son adversaire, tu vois. Et j'ai Ouais. vu, j'ai, Mais pourquoi elle a réussi à le faire contre Valentina? La question, elle est là. Est-ce que c'est parce que
elle l'a mis dans le rouge, ou est-ce que c'est parce que Valentina fait 1m64 et Ouais, pesait. ouais. Je cite ses dires à elle, hein. Mhm. Valentina, si tu écoutes ce qu'elle dit, elle a dit que le jour du combat, elle était à 60 kilos. Mhm. Santos, elle fait 66 le jour du combat. Mhm. Donc, Mhm. je te renvoie à la question. Ouais, Je te bien dis, sûr, bien sûr. est-ce que elle a réussi à mettre la pression de par ses feintes, son Mhm. cadrage Ouais, je comprends ce que et tu veux son dire. talent, ou est-ce qu'elle a mis la pression de par son gab, Mhm. puisqu'il y avait plus d'une KT d'écart Ouais. entre les deux Bah, c'est filles le sûr soir du que combat? oui, C'est ça la effectivement. question. Effectivement, ça aide beaucoup le physique. Et bah, surtout qu'elle a un taux de takedown qui est, je crois, proche des 90%. Donc, du coup, quand tu as 6 kilos en plus, bah, du coup, ça aide. Ouais, Voilà, puis pareil, moi j'aime bien les statistiques, mais il faut les bien relativiser. sûr. Si tu prends, elle s'appelle plus Calderwood, elle s'appelle Wood, Mm. mais si tu prends les adversaires de Santos pour accéder à Valentina, c'est pas les filles qui ont la meilleure défense de Mhm. takedown de la KT. Roxane Modafferi, pour ne citer qu'elle, ou Joanne Calderwood, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, oui, la stat de takedown offense est élevée. Oui, la stat de réussite de takedown est élevée, mais il faut quand même la Ouais, bien contextualiser sûr. et mettre en face les adversaires qu'elle a affrontés préalablement. Mm. Ouais, j'entends ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Par contre, le fait d'avoir affronté les filles que tu as citées, donc Alderwood, n'enlève pas le fait que c'est, avant Grasso, la seule à nous avoir mis le doute sur qui a gagné entre Ah Shevchenko ben non, je viens de te, tu vois ce que je veux dire? je C'est t'ai fou, quoi. je t'ai dit que pour moi, je t'ai dit que pour moi, elle était meilleure que Grasso, Ouais, donc ouais. ça n'enlève pas du tout ça. Je te dis juste que les match-ups qui l'ont conduit vers la ceinture sont des match-ups beaucoup plus simples Mm. que Manon, qui pour Ouais, moi a ouais. nettoyé la KT, quoi. Oui, bah là, oui, Tu vois? clairement, oui. Quand tu prends Choukadian et Maya, on Oui, a oui, encore vu Maya à l'œuvre contre Casey O'Neill, qui était considéré comme un prospect de la KT. c'est vrai. Tu nettoies la KT. Ouais. Et j'étais surpris en plus du résultat. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. À Franchement, elle moi, m'a pas du tout. surprise. Maya, elle est forte. Ouais, je sais, Maya, elle est mais forte et, par rapport à et la elle dynamique et ne tout, perd, elle ne perd vraiment que contre des filles qui se déplacent mieux qu'elle. Et c'est comme vrai. ce n'était pas le cas de O'Neill, c'était évident pour Mm. moi ce Ok, résultat. ok. Bah après, on n'a pas la même expertise, on n'a pas le même regard, mais voilà, Bah, c'est cool de m'avoir attends, répondu. restons objectifs. Moi, avant de m'occuper de Manon, j'avais pas du tout la même connaissance du MMA féminin, même si, très honnêtement, j'aimais bien ça. Que ce soit Christiane Cyborg, Gina Mm. Carano et même des filles comme Megame Fuji qui combattaient au Japon il y a longtemps. J'ai toujours bien aimé, moi, le MMA féminin, mais j'avais pas la même connaissance, ce qui est normal et je peux pas te le reprocher. Il y a plein de trucs à regarder, il y a plein de KT Mm. hyper intéressantes et moi je le fais parce que c'est mon travail de la connaître par cœur, la catégorie flyweight. Et je te dis la vérité, il y a certains combats flyweight qui me font pas rêver, mais que je regarde, c'est mon travail. Ouais, ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Là, André Ali, Messi Barber, c'était pénible à Mm. regarder, hein, mais je Ok. l'ai regardé. Moi, j'ai pas regardé la dernière carte, hein, j'ai pas encore regardé. Tu vois, c'est celle du week. Tu parles de celle qui a eu le week-end dernier, là. Ouais. Tout à fait. Non, j'ai pas encore regardé. Vera, Sandhagen, j'ai pas encore regardé. Mais c'était d'une grande pénibilité, Mm. Barber Lee, hein. Mais je dois regarder parce que c'est la 7e contre la 11e, quoi, Mm. tu vois. 12e, pardon. Ouais. Alors, j'ai une question, je suis partagé un petit peu entre ma question, elle est un petit peu bête, ou elle est un petit peu plus subtile qu'elle en a l'air. C'est toi qui vas me dire ça. Mais je la Vas-y, tente. ça. Est-ce que tu vois, tu fais état de différence entre coacher une femme et un homme? Ça peut être sur le plan émotionnel, la vision du jeu, la façon de t'exprimer toi-même. Est-ce qu'il y a des différences? Ou est-ce que toi, t'es entier, c'est comme ça, que ce soit Je- un homme je- ou une femme, ça change pas? je- je- C'est une bonne question, mais je pense pas en fait qu'il y ait de différence parce que même du côté des garçons, il n'y a pas le même. Tu dois t'adapter à la sensibilité, à l'affect, à la façon de. Franchement, aujourd'hui, j'ai dû faire. J'ai pas compté exactement, mais j'ai dû faire 250 coins à peu près, Hmm. peut-être 300. Et alors, c'est pas 300 fighters différents, certes, mais j'ai dû faire ça avec une vingtaine de combattants différents. Hmm. Et si je te dis que même avec la même personne, des fois, en fonction de l'enjeu, de la localité, de la temporalité, tu dois pas avoir la même approche. Et il n'y a pas le même ressenti émotionnel. Je pense que le boulot de coach, c'est une adaptabilité plus que journalière, presque au niveau de l'heure qui passe, tu vois, en Hmm. fonction donc, je pense pas qu'il y ait une différence garçon-fille. Je pense qu'il n'y a surtout pas à avoir de par cœur et qu'il faut vraiment adapter ta communication, ton camp et tout ce qui va autour de ça et ta causerie en fonction de l'adversaire, de l'événement, de l'enjeu.
et de la sensibilité, même de la façon dont s'est déroulé le camp, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais on peut pas dire vraiment entre garçons et filles, il y a une différence. Je pense que chaque combat est différent, quel que soit l'athlète. Ok. Toi qui as souvent eu des fight week compliqués avec Manon, est-ce que tu as une anecdote un petit peu inédite? Une anecdote inédite, bah, je vais t'en sortir une, je te promets. Attends, maintenant, j'essaie de trouver la plus racontable, entre guillemets. Allez, je te faisais état tout à l'heure du combat contre Mera Bueno Silva. Ouais. Ouais, c'est la première fois que je me suis dit, écoute, Christophe Midou, c'est mon grand frère, mon mentor, un ami de plus de 20 ans. Et ça s'est pas vu hein, du tout parce qu'on s'était déjà réconciliés, mais on s'est fâché. Hmm. En fait, pour ceux qui se rappellent plus du combat, elle devait faire Manon la carte de Valentina Shevchenko contre Lauren Murphy à Vegas, à la T-Mobile Arena. Et en fait, on chope le Covid tous le mardi de la Fight Week. Oh. Donc, on est passé en quarantaine pendant 10 jours. Et j'envisage la possibilité, en ayant eu Mike Manard au téléphone, de reporter le combat à 3 semaines et demie, un mois plus tard. Et pendant la quarantaine, je me dispute avec Christophe. Il me dit que je fais une grosse connerie, qu'il faut rentrer en France, tu vois, ce genre de truc. Et en fait, on n'est vraiment pas d'accord et je me sens vraiment isolé parce qu'il y a pas mal de mecs de ma team qui sont pas d'accord avec ça. Et du coup, pour rassurer un peu Manon, tu vois, je lui dis, écoute, je suis pas arrêté sur ma décision. On maintient ce combat dans un mois parce que on peut pas perdre de temps. La KT, elle va vite. Tu bats Chitara, tu rentres dans le top 15. Donc, on se donne tous les moyens. Dès qu'on sort de quarantaine, je te fais venir une sparring. On essaye un petit peu de voir comment t'en es à l'UFC Performance Institute. Et c'est toi qui prends la décision. Donc, on fait venir. Alors, temporalité. On décide de faire venir Corinne Laframboise, Hmm. qui est aujourd'hui championne de l'UAE, que maintenant avait battu Ouais. à son deuxième combat dans l'orga, à son premier combat dans l'orga, pardon. Et du coup, Chris, il la voit un peu reprendre de la puissance, un petit peu la forme, tu vois, et il revient un peu sur ses décisions. Et lui qui voulait rentrer euh, dans son lieu de résidence à Dubaï, il décide de rester. On revient un peu dans le game, mais il n'est pas chaud, tu vois. Mais après, là, mais on fait n'importe quoi. Je veux dire, c'est de la littérature ce qu'on fait. On respecte aucune procédure d'un fight normal. Manon, à une semaine du combat, elle fait des sparring hyper durs où elle risque la blessure à tout moment. Il n'y a plus de protocole. Et plus rien. Plus que tout ce que j'ai mis en place, on balaye ça d'une main. On se dit, tu fais des sparring à une semaine du fight, des sparring très durs avec Corinne, qui est une grande, grande athlète. Hmm. Et puis Manon, après une semaine très, très dure où elle s'envoie en l'air tous les jours, elle me dit, c'est bon, je le fais. Et puis, on a fait ce combat avec Christophe, avec nous. Elle l'a gagné. Ouais. Et on voit que Chitara, aujourd'hui, elle performe de ouf parce qu'elle est dans le top 15 de la catégorie du dessus. Qu'elle va prendre Mesha Tate dans pas longtemps et qu'à mon avis, elle sera prétendante à la ceinture des 61 d'ici 3 combats. Ok. Et maintenant, elle gagne ce combat. Et puis voilà, j'ai trouvé l'anecdote intéressante. Et vraiment, tu vois, moi, j'ai douté hein, pendant ma semaine de quarantaine Tu m'étonnes. sur les choix qui étaient les bons. Et j'ai beaucoup gambergé, mais la suite m'a donné raison. Ouais, c'est une belle anecdote. Je vois là, je l'ai sous les yeux. Effectivement, t'as le combat UFC 266 Volkanovski Ortega, donc où vous sautez de la carte, le 25 septembre 2021. Et le 16 octobre 2021, vous faites le Fight Exact. Night dans la foulée avec la décision. Et pour terminer l'anecdote que je t'ai citée précédemment, le 10 décembre, Manon, elle fait un test à l'IM2S sur l'inspiration et l'expiration, et elle est seulement à 78% d'efficience entre ce qui rentre et ce qui sort 2 mois plus tard. Ouais. Donc ouais, c'était une galère quand même. Ça, c'est en plus, c'est au cas par cas. T'as quelqu'un, il peut reprendre à 90% et quelqu'un, il peut reprendre à 50%. S'il n'y a pas de loi. Les bronches collapsées, c'est très différent. Il y en a qui n'ont pas souffert du tout de ça, d'autres énormément. C'est vraiment au cas par cas. Ouais. Tu finis en rééducation comme ça ou ça revient tout seul? Non, il y a un traitement
que j'ai été très étonné, moi, pendant le Covid, parce que le traitement médical des médecins français, c'était Doliprane et repos, alors que les Américains, ils te mettaient très très rapidement sous corticoïdes et sous bronchodilatateur, c'est-à-dire que ils mettaient le traitement commun chez les Américains, c'était cortisone et Ventoline. Ils ouvrent les bronches. Ouais. Ok. D'accord. Aldric, on a fini. Est-ce que tu as des dédicaces? Je t'en ai fait une à toi et je la pense sincèrement. Continue Ouais, vraiment c'est cool. pour. Je pense que vraiment c'est très intéressant ce que tu fais et j'encourage vraiment. Encore une fois, tu vois, t'as le public que tu mérites. Donc il faut essayer, les gars, de faire un travail de préparation. Il suffit pas de faire une page Instagram et d'acheter une webcam pour faire un podcast qui traite du MMA. Il faut se donner les moyens, il faut travailler. Aujourd'hui, on n'en est pas encore comme le football où il faut avoir une carte de presse pour pouvoir prétendre à faire des interviews, mais quand même, il y a un travail de fond à faire qui n'est pas toujours fait. Et même de la part d'anciens combattants, ton statut d'ancien combattant, il te donne de la reconnaissance au niveau de notoriété, mais il ne te donne pas le droit de parler sans préparer ton sujet correctement et déblatérer des... Il ne faut pas oublier, quand tu dis des conneries comme ça sur un podcast et que tu es écouté, tu déséduques et tu orientes mal une grande partie des fans de MMA qui sont à la recherche de savoir et de connaissances sur le sujet et sur leur passion. Et je pense que c'est hyper important de préparer un minimum ces interviews ou ces analyses. Bah, c'est cool. Mais tu peux dédicacer d'autres personnes, je t'en prie. Vraiment, hein, très sérieusement. Ah, bah, c'est cool. Mes gars, je les ai tous les matins Ouais. et je vis avec eux au quotidien. Tu les vois assez. Ouais, tu vois, je les vois tous les jours que Dieu fait, et même quand ils sont pas à la salle parce qu'ils sont en rééduc ou en soins, je me déplace personnellement, je vais les voir sur là où ils font leurs soins, donc je vais pas leur refaire une dédicace sur un podcast et l'instigateur du podcast, c'est toi. Je t'ai rendu l'hommage que tu méritais et j'en ferai pas d'autres. Très Ah, c'est cool, bah, merci beaucoup. Bah, c'était cool de partager ce moment avec toi. J'ai vraiment kiffé. Je t'ai écouté avec grande concentration parce que j'ai beaucoup appris. Et bah, un petit peu comme d'habitude, là, c'est un petit peu de la répétition. Voilà, le meilleur, la réussite, pas de bobo et surtout beaucoup de plaisir. Ça, c'est ce que je dis quasiment à tout le monde. Mais ça reste sincère quand même si c'est un copier-coller. On a terminé. Est-ce que tu as un dernier petit mot à faire passer ou est-ce qu'on est bon? Non, bah écoute, on va essayer d'amener les gars en essayant d'avoir des victoires jusqu'à cet été. Grosse échéance, sans dire plus de scoop, je pense qu'on sera et à Paris pour le 1er septembre, le RS, et pour l'UFC Paris du 2 septembre. Donc on va essayer de préparer ça au mieux et de continuer à voir les gars s'épanouir et performer sur les différentes plateformes sur lesquelles ils combattent. Oh, bah, c'est cool. Eh ben, je suis impatient. Eh ben, MMA Club, c'est terminé. On se retrouve très vite. Et moi, comme d'hab, je vous fais des gros bisous.